Merci, Monsieur le Président. Monsieur le garde des Sceaux, pouvez-vous confirmer que mardi dernier à Marseille, vous avez convoqué des magistrats du siège et du parquet que nous avions entendus dans le cadre de la commission d'enquête sur le narcotrafic placée sous la présidence de notre collègue Jérôme Durain? Pouvez-vous confirmer que vous leur avez reproché d'avoir tenu le propos suivant: à Marseille, nous sommes en train de perdre la guerre contre le narcotrafic? Je crains que nous soyons en train de perdre la guerre contre les trafiquants à Marseille. Et tandis que nous sommes freinés par toutes les contraintes et les entraves dont j'ai parlé, les avocats de leur côté fondent un site, nullitator.fr, ayant pour vocation à recenser les cas de nullité, avec le dessein affiché d'instaurer une bonne administration de la justice, alors que nous, dans nos cabinets, nous sommes à l'asphyxie. Pouvez-vous confirmer que vous leur avez reproché, en tenant ces propos, d'avoir fait prospérer le Rassemblement national? Monsieur le garde des Sceaux, pourquoi cette convocation? Pour vous répondre, la parole est à présent à Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Blanc, vous avez sur Europe 1 d'ores et déjà indiqué que j'aurais violé la séparation des pouvoirs, alors que je dois être prochainement entendu devant votre commission. Je trouve que vous avez un sens du contradictoire particulier et je veux vous rappeler que cette réunion entre les magistrats marseillais et moi-même est une réunion qui s'est tenue à huis clos et, sauf erreur de ma part, vous n'étiez pas présent. On vous a rapporté des propos. Je n'avais aucune raison de vous inviter, pour le coup, monsieur le sénateur. Mais je vais vous dire, vous oubliez un certain nombre de propos. Les propos qui consistent à jeter la suspicion sur policiers, agents pénitentiaires, greffiers, cabinets d'instruction et avocats. Je l'indique, s'agissant des greffiers et des juges d'instruction, il n'y a aucune procédure. Et j'ai dit aux magistrats qui avaient tenu ces propos, monsieur le sénateur, qu'il avait bien de la chance que les greffiers ne se soient pas mis en grève. S'agissant des avocats, j'ai indiqué à la magistrate qui avait tenu ces propos que si elle avait quelque chose à reprocher à un avocat, il lui suffisait de saisir le procureur de la République, c'était au fond son travail, pour qu'il transmette à l'ordre des avocats, et l'ordre des avocats ferait alors le sien. Alors, je vais vous dire, les magistrats sont libres, et j'ai d'ailleurs rappelé à mes homologues qu'ils étaient libres de leur parole, mais le ministre l'est aussi dans son expression, voyez-vous, parce que j'ai la charge du bon fonctionnement du service public de la justice, je ne retire rien des propos que j'ai tenus. J'ajoute que dès le lendemain, certains sont allés dire que c'était une véritable boucherie. Je ne suis ni boucher, ni charcutier, monsieur le sénateur. J'ai tenu les propos qu'un garde des Sceaux responsable peut tenir. Et enfin, j'ai exprimé, c'est vrai, à la suite des moyens considérables que j'ai envoyés à Marseille. Sachez qu'à Marseille, les renforts que nous avons envoyés correspondent au nombre total de magistrats, de greffiers, de contractuels que contient le tribunal de Rouen. Ça n'est pas rien. Et je vais vous dire, oui, j'ai dit que lorsque l'on exprimait l'idée qu'une guerre était perdue, on la perdait. Oui, c'est une réalité, monsieur le sénateur. Je l'assume totalement. Conclure. Je vais vous dire un dernier mot. Quand on respecte les magistrats, quand on respecte les magistrats, on ne fait pas ce que vous avez fait en taillant dans la fonction publique et en diminuant le nombre. Il faut conclure. Monsieur Blanc. Mais, monsieur le garde des Sceaux, quand le gouvernement convoque des magistrats du siège, que je sache, il viole délibérément le principe de séparation des pouvoirs protégé par notre Constitution. Quand le garde des Sceaux convoque des témoins que nous avons entendus dans le cadre d'une commission d'enquête sous serment, et que vous leur demandez quoi? De se désister? Vous leur demandez quoi? De se parjurer? Mais, monsieur le garde des Sceaux, cela s'appelle de la subornation de témoins, car la commission est encore en cours d'enquête. Et que nous ont-ils dit, ces magistrats? Ils nous ont dit qu'à Marseille, oui, ils étaient dans des difficultés énormes pour parvenir à juger des réseaux de trafiquants et qu'ils subissent une vague sans précédent à laquelle ils ne peuvent faire face. Pire encore,
dans les prisons sous lesquelles, pire encore, ça vous déplaît, mais je vous apostrophe et vous êtes là pour me répondre. Je suis désolé de vous le rappeler, comme vous serez là pour répondre à la commission d'enquête. Oui, dans les prisons qui sont les vôtres et dont vous avez la responsabilité, les délinquants poursuivent le trafic, ils peuvent même commanditer des crimes. Voilà ce qui inquiète les Français. Et voilà pourquoi le Sénat a créé cette commission d'enquête qui vous déplaît profondément. Vous avez voulu instrumentaliser les témoins alors que la commission d'enquête est en cours. Le Sénat fera son travail jusqu'au bout pour prévenir les Français de ce phénomène de narcotrafic qui vous dépasse et qui dépasse le gouvernement. Il y va de l'honneur du Sénat. Merci, chers collègues. La parole est à présent. Pour leur dire publiquement toute mon admiration pour ce qu'ils font, puisque je pense que ce sont ici et ailleurs des magistrats engagés au quotidien et qui vous ont dit la vérité avec une grande lucidité sur le combat qu'ils mènent au quotidien. Et si vous me permettez de poursuivre cet aparté, je dirais qu'ils me paraissent parfaitement irréprochables, ce qui m'amène à une incompréhension majeure face au comportement du garde des Sceaux à Marseille, face à cette remontée de bretelles, comme certains l'ont nommé, qui me paraît personnellement, moi, aux antipodes de l'office d'un garde des Sceaux qui est censé soutenir la justice, défendre son indépendance. Et je pense qu'il n'est pas convenable d'avoir ce type de comportement qui consiste à reprocher à des magistrats d'avoir dit la vérité devant des émanations de la nation et de la représentation nationale. Et je voudrais rappeler que les magistrats ne sont pas là pour venir au soutien ou à la justification des discours politiques des uns ou des autres, qu'il s'agisse de la majorité ou de l'opposition. Ça n'est pas leur office. Pour revenir au... Parce que sinon, à l'État, on est un petit peu dépassé. Et sur la corruption que l'on connaît en prison, la corruption d'un certain nombre d'agents pénitentiaires ou la corruption des greffes, vous avez des actions spécifiques, vous avez des dossiers qui vous ont été soumis? Oui. Donc, sur cette corruption de basse intensité, il faut être clair, la bataille est perdue sans stigmatiser la profession avec l'administration pénitentiaire. On sait que drogue, téléphone mobile rentrent tout à fait facilement. On commence, parce que les moyens de ces réseaux criminels sont infinis, à avoir de plus en plus, et Madame Faure l'a indiqué, de problématiques de corruption de fonctionnaires de police. Et nous entamons une réflexion avec le procureur général sur des cabinets qui seraient sujets à beaucoup d'annulations de procédures. Ça peut être dû à l'incompétence, mais ça peut également être dû à la corruption. Donc on va essayer d'avoir des actions proactives et nous avons actuellement 2 enquêtes en cours à Marseille sur des fonctionnaires de greffe qui sont effectivement suspectés de renseigner des membres du crime organisé. Donc c'est la phase supérieure. Je dis, chaque personne a un prix et les moyens de ces personnes sont quasiment infinis. Donc oui, on essaie de réagir et de mettre en œuvre des actions proactives, mais on voit effectivement une augmentation de la corruption. Plus rapide, parce qu'on a également dû vous en parler, un travail est fait sur ce qu'on appelle la corruption de basse intensité, qui n'est pas un vain mot, puisque une fois qu'on a réussi à essayer de monter un dossier, il faut ensuite se protéger des fuites, il faut se protéger de toute cette corruption inondée par l'argent du narcotrafic qui intègre finalement tous les milieux et qui mettent énormément à mal nos procédures. Alors nous travaillons avec l'IGPN sur ces dossiers, mais qui, au moins sur Marseille, a des moyens humains extrêmement limités, ce qui nous pose des soucis pour aboutir en des enquêtes. Rapidement également, le problème de la détention. Là aussi, ce n'est pas un vain mot. La détention est devenue un véritable problème. Problème d'abord parce qu'elle ne met plus fin aux activités des têtes de réseau qui ont beau avoir 1, 2, 3, 10 mandats de dépôt criminel, de toute façon continuent à commanditer de l'intérieur des assassinats ou Drive gère leur point de deal comme s'ils étaient à l'extérieur, la détention étant pour eux pris en compte dans tant que risque du métier.
un problème avec la porosité, la corruption là également, avec l'arrivée des nouvelles technologies, les drones qui maintenant servent quasiment à la fenêtre des détenus, les stupéfiants, les téléphones et tout autre objet qui nous inquiète énormément. Et la sécurité qui flanche au niveau de la détention, puisque 188%, on vous a dit, de surpopulation, des groupes criminels qui se reconstituent à l'intérieur et donc qui exportent en maison d'arrêt les conflits qui existaient à l'extérieur, sauf que pour un régime pénitentiaire, pour un directeur de la pénitentiaire, il est très difficile d'arriver à séparer tout le monde, séparer un clan adverse et également empêcher le même clan d'être trop proche pour ne pas leur faciliter le travail qu'ils font pour continuer à gérer leur point de deal ou les assassinats à l'extérieur. D'abord, le constat, bien évidemment, le narcotrafic touche en premier lieu la ville de Marseille. Je pense que Marseille est la seule ville de France gangrénée à ce point par le trafic de drogue, l'économie souterraine que ce trafic induit et les règlements de compte qui en découlent. Il me semble que cette ville a basculé comme aucune autre dans le narcotrafic. Le trafic de drogue et les assassinats liés aux stupéfiants existent partout en France, mais jamais, à mon sens, dans la dimension que ce fléau a pris à Marseille, et c'est ce que nous disent les collègues des autres juridictions lorsque nous échangeons avec eux. Par narcotrafic marseillais, il faut entendre que si les acteurs de ces trafics sont majoritairement issus de Marseille, leur influence s'est considérablement étendue aux régions limitrophes des Bouches-du-Rhône. Le marché de la drogue s'exporte à la recherche d'une nouvelle clientèle. C'est le cas pour les villes d'Arles, Nîmes, Montpellier, Avignon, mais aussi Valence et Perpignan, jusqu'en Espagne, où des Marseillais impliqués dans ces trafics sont allés assassiner 2 des leurs réfugiés sur la Costa Brava. Et c'est tout l'intérêt du traitement de ces dossiers par une juridiction spécialisée et interrégionale à la compétence étendue et dont les moyens doivent être adaptés pour la prise en compte de ces affaires. Les trafics de stupéfiants fonctionnent sur un mode très hiérarchisé et pyramidal. Nos dossiers nous permettent de nous familiariser avec ce fonctionnement, mais aussi avec tout un lexique, tout un vocabulaire qui est propre à ces malfaiteurs. En haut de la pyramide, on trouve des individus qui, depuis des pays étrangers, tels que les Émirats arabes unis, les pays du Maghreb, les Pays-Bas, l'Espagne, gèrent le trafic à distance et, au regard de leur train de vie, en récoltent les fruits. Parfois, ils vivent au grand jour dans ces pays et y développent des affaires dans le cadre de sociétés qui sont d'efficaces blanchisseuses pour le réseau. La grande aisance financière de ces délinquants du haut du spectre, qui n'ont pas payé un seul euro d'impôt en France, est évidente lors de leur interpellation, lorsqu'ils apparaissent en capacité de rémunérer plusieurs avocats, et non des moindres, pour leur défense. La corrélation entre l'absence de justification de ressources légales et la capacité de rémunérer très cher sa défense interroge. Les flux financiers sont difficiles à tracer. L'argent de la drogue n'est pas bancarisé. Il circule parfois grâce à des sarrafs, véritables pseudo-banquiers occultes. Ce système permet d'échanger des fonds entre pays en toute clandestinité, sans aucun transfert physique d'argent, par un processus de compensation avec versement d'une commission à chaque transaction. Il s'agit donc d'un système aussi efficace et indétectable qu'artisanal. À l'opposé, tout en bas de l'échelle, tout en bas de la pyramide, on trouve sur les points de deal les guetteurs, dits les choufs, qui assistent les vendeurs, dits les charbonneurs ou jobbers. Ils sont très jeunes, déscolarisés, parfois en rupture familiale, manifestement attirés par l'argent. Bien que travailleurs précaires, contraints d'être à la sacoche, c'est ainsi qu'ils le disent, ils gagnent en moyenne 150 et 200 euros par jour. On les trouve sur les canapés, éventrés au bas des immeubles. Ce sont les cibles faciles des règlements de compte. J'ai lu récemment qu'à Marseille, la mort frappe souvent sous les coups de 20 heures, sous les coups de 20 ans aussi. C'est clairement le cas de ceux qui sont tout au bas de l'échelle du trafic. Fait nouveau, on constate que cette petite main-d'œuvre devient difficile à recruter, au point que le recrutement se fait désormais dans des régions de France parfois lointaines, et le réseau s'occupe de loger ces petits dealers. Le développement des Uber Sheets, livraison du client à domicile, est consécutif en partie à cette pénurie de main-d'œuvre.
Mais le réseau est aussi particulièrement intransigeant et sans pitié si l'un d'eux est défaillant dans sa mission. Régulièrement, nous sommes sidérés, nous, juges d'instruction, en découvrant dans des téléphones portables que nous saisissons des vidéos d'une violence extrême où de très jeunes gens sont frappés, humiliés, torturés dans des caves et parfois exécutés. Autre forme de violence, lorsque des trafiquants, après avoir enlevé et séquestré et violenté le gérant d'une pizzeria, implanté à 50 mètres d'un point de deal, parce que, soi-disant, il avait trop parlé, ont lancé une OPA hostile sur le commerce, en multipliant les coups de pression sur le gérant, afin que celui-ci cède son établissement à vil prix. Entre ces deux extrêmes, une multitude de métiers, entre guillemets, se développe, avec à chaque strate le prélèvement d'une commission plus ou moins conséquente. C'est ainsi qu'un des mis en examen, pour sa part gérant à Marseille, de 3 points de deal, dont 2 étaient fermés pour cause de pénurie de main-d'œuvre, se plaignait de la rémunération confortable de ceux de l'équipe feu. L'équipe feu, c'est clairement les tueurs, appelés aussi tapeurs et charcleurs, qui sont chargés de récupérer les points de deal auprès de la concurrence à l'aide de guitares, un joli nom donné à un instrument de mort, la Kalachnikov. Il disait aussi qu'il y avait une sorte de promotion à passer de gérant de point de deal, où il gagnait pourtant 8 000 € par mois, à membre de l'équipe feu. Dans nos dossiers, on trouve aussi les ravitailleurs des points de deal, les nourrices, qui peuvent être gardiens des produits stupéfiants ou d'argent, les garages, ceux ou celles qui planquent dans leur logement les équipes feu après leur forfait. Alors cette mission de garage semble de plus en plus dévolue à des filles qui apparaissent désormais à des postes non négligeables, cela vous a été dit. Le réseau comprend également un monsieur propre, missionné pour brûler la voiture, les vêtements des tueurs et faire disparaître les armes. Un peu plus haut, on trouve les logisticiens. Dans un dossier d'importation en bande organisée de plusieurs tonnes de cocaïne, un individu était dédié exclusivement à la logistique automobile. Il s'occupait de récupérer les voitures volées, de louer des box, mais aussi des GPS, des plaques d'immatriculation, des bidons d'essence. D'autres se consacrent à l'acheminement du produit, donc c'est une forme aussi de logistique, grâce à des liens noués dans les pays producteurs ou les pays de transit. Dans un dossier, une des têtes de réseau envoyait son subordonné rompu à la plongée sous-marine en Amérique du Sud pour se former à la récupération des produits stupéfiants sous les coques de navires. Enfin, on trouve les blanchisseurs, classiquement dans des activités économiques ayant besoin de cash, tels que les établissements de restauration, établissements de nuit, les entreprises du BTP. Alors que les individus au bas de l'échelle sont pratiquement illettrés, ceux du haut du spectre, qui organisent et dirigent le trafic, peuvent présenter des capacités intellectuelles performantes, notamment dans l'utilisation des outils modernes de transmission et de communication acquis avec l'argent de la drogue. Ces modes opératoires attestent d'un professionnalisme et de l'existence d'organisations criminelles particulièrement structurées et actives, capables d'importer de grosses quantités de produits stupéfiants et qui requièrent une approche judiciaire forte et coordonnée. S'agissant des règlements de compte, depuis longtemps s'affrontent à Marseille les bandes rivales pour l'annexion de territoires abritant des points de deal. Nous avons connu la guerre entre les Blacks et les Gitans, avec sa succession de ce qu'on appelle les matchs retour. Le nombre de règlements de compte a considérablement augmenté en 2023. Ils sont le fruit d'une guerre implacable entre deux organisations, la DZ Mafia et Yoda, dont les coups de force s'étendent sur l'interrégion et sont clairement revendiqués par leurs membres. Alors, DZ Mafia tire son nom du cycle DZ qui renvoie au mot Algérie, et Yoda serait issu de la guerre des étoiles. Il est remarquable que certains des mises en examen, revendiquant l'appartenance à l'un des deux clans, évoquent des sommes conséquentes perçues pour exécuter des contrats, et le tarif varie en fonction du résultat, si la cible est tuée ou seulement blessée. Ils expliquent aussi comment une nouvelle équipe est en préparation, prête à prendre le relais en cas d'interpellation ou de perte fatale. Les méthodes utilisées par ces équipes actuelles sont assez caractéristiques. Elles pratiquent l'anticipation, le balisage des véhicules pour mieux suivre leurs cibles. Elles ont recours à des donneurs de go pour renseigner les tueurs. Elles rafalent à l'aveugle. Avec les enquêteurs, il n'est pas toujours aisé de comprendre le pourquoi d'un passage à l'acte. Si on identifie assez facilement l'exécution d'un concurrent, il est parfois plus difficile de décoder, dans le contexte du moment, l'exécution d'un rival ou d'un traître, réel ou supposé. Les grilles de lecture sont complexes et nécessitent pour le décryptage
de ces équipes une grande connaissance du milieu, tout comme des surnoms d'ailleurs, qui sont systématiques et incontournables. Dans notre rôle de magistrat directeur d'enquête, nous avons clairement des besoins en moyens humains, matériels, mais aussi juridiques, pour nous permettre de lutter plus efficacement contre cette criminalité particulière. D'abord, les moyens humains. Pour le traitement de nos dossiers, que je qualifie XXL, il nous faut du temps. Et nous pourrons consacrer le temps nécessaire à nos dossiers que si nous sommes plus nombreux.